Bien, bonsoir, bonjour plutôt à toutes et à tous. On subit un peu la concurrence d'Edoui Plenel, enfin une concurrence loyale, mais malgré tout une concurrence, puisqu'il y a beaucoup de monde pour assister à son intervention. Mais nous, on est ravis de vous retrouver, d'échanger autour de cette table ronde qui s'inscrit évidemment dans le thème central, informer à tout prix, mais qui prend des chemins un peu différents, puisque je vais vous présenter nos invités qui sont tous dans la création artistique à des niveaux et dans des domaines extrêmement différents. Et on va essayer de se poser la question, toujours dans cette interrogation de la manière dont on témoigne du réel, dont on transmet le réel, la manière dont on décrypte le réel, comment les artistes, qui ne sont pas des journalistes, mais qui sont malgré tout témoins de leur époque, qui n'en sont pas totalement émancipés, qui ne vivent pas dans leur tour d'ivoire et dans leur bulle, mais qui eux aussi assistent aux soubresauts de la vie, de l'actualité, comment eux, dans leur création, ils s'approprient ce réel, et peut-être que de manière presque peut-être plus pertinente que les journalistes, je dis ça alors que je suis journaliste, je ne devrais pas dire, mais arrivent à nous peut-être donner des clés et des éléments de compréhension qui sont peut-être plus subtils et qui s'inscrivent sans doute dans une forme de pérennité. Alors, je ne vais pas parler davantage, je vais présenter d'abord Mouna Hachim. Bonjour Mouna. Alors, vous êtes chercheuse, femme de lettres marocaine. Vous avez un DEA en littérature comparée et vous avez publié votre premier roman Les Enfants de la Chaouia, qui est une saga familiale à travers laquelle justement, on va y revenir, vous décrivez les bouleversements de la société marocaine depuis le XXe siècle. Alors vous avez aussi fourni un gros travail d'érudition avec le dictionnaire des noms de famille du Maroc, et puis on a un peu échangé tout à l'heure. Vous êtes très éclectique parce que vous faites beaucoup de choses, et vous êtes également dans la transmission, j'allais dire pédagogique, puisque ça c'est aussi quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Ensuite, alors, Choy, bonjour. Alors c'est un petit peu plus compliqué, Choy Lorillard, d'expliquer ce que vous faites, mais ça, vous allez le faire très bien. vous êtes musicien de formation. Alors non. Même pas. Alors ça commence mal. Mais, je suis musicien de pratique. C'est-à-dire que je suis autodidacte complètement. Et c'est en étant confronté au fait d'avoir l'envie et l'opportunité de faire de la musique que j'en suis venu à trouver ma propre méthodologie de travail, mon propre processus d'écriture. Oui, c'est compliqué de vous réduire à un intitulé, parce que vous êtes designer sonore, ça vous va comme dénomination? C'est trop réducteur aussi? Non, j'accepte un vous petit acceptez peu tout. Merci. Si vous allez me mettre dans l'embarras, je ne sais pas comment je vais vous présenter. Très bien. Giovanni Wansou, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est un peu plus facile. Vous êtes dramaturge et metteur en scène donc béninois. Et vous avez alors écrit un certain nombre de pièces de théâtre, dont la plus récente, Les Inamovibles. Oui. Qui est une pièce en hommage aux disparus des routes migratoires. Vous allez sans doute nous en parler. Ce qui témoigne que les artistes ne vivent pas encore une fois dans leur tour d'ivoire et qu'ils sont aussi témoins de ce qui se passe autour d'eux et qu'ils en rendent compte à leur manière. Bien sûr. Et pour finir, Abdelkader, bonjour, Abdelkader Djemaï. Le retardataire. Non, vous êtes pardonné. Hein. C'était si passionnant que ça en bas. Donc vous êtes algérien, vous êtes né à Oran et vous avez publié donc une vingtaine de romans et livres de voyage, dont certains ont été publiés aux éditions du Seuil. Et depuis les années 90, vous animez des ateliers d'écriture dans les établissements scolaires, les médiathèques et parfois même en milieu carcéral. Donc vous êtes également dans cette transmission. Voilà, je vous ai présenté. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Mouna, si vous le voulez bien d'abord. Alors, vous avez effectivement beaucoup de cas. Vous avez été journaliste également. Vous étiez journaliste de presse écrite. Quel est le rapport que vous avez avec la réalité marocaine? Est-ce qu'en tant qu'artiste, j'allais pas dire votre vocation, mais est-ce que vous percevez votre métier comme un moyen de décrypter cette réalité marocaine qui vous entoure et de lui donner une profondeur que les commentateurs de la vie quotidienne que sont les journalistes n'y arrivent peut-être pas?
Bonjour à tous. D'abord, je tiens absolument à remercier les personnes qui ont veillé à cette organisation et qui ont été derrière cette invitation, qui permettent à nos voix de porter jusqu'ici. Alors effectivement, je suis littéraire de formation, journaliste de métier et chercheur en histoire et en patrimoine par passion. Et donc j'explore effectivement différents genres parce que j'ai commencé par le registre romanesque avec ce roman, Les enfants de la Chaouia, qui est une saga familiale échelonnée sur 3 générations et qui essaie de comprendre un petit peu effectivement les bouleversements connus au Maroc en l'espace de 3 générations, qui est ce XXe siècle. Donc j'ai choisi un cadre familial parce que je trouvais ça passionnant, parce que dans une famille, il y a des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des citadins, des ruraux. Mais au fait, je pense, avant d'aller plus en détail dans la description, enfin dans l'exposition de mon travail, il est très important de comprendre d'abord ce qui a déterminé ce chemin de création et ce qui a nourri mon imaginaire avant d'en arriver justement à l'acte d'écrire. Et ce qui a été fondamental dans mon parcours, en tout cas dans mon vécu, c'est le poids de la tradition orale, toutes ces richesses, au fait, à la fois thématiques, esthétiques, sa manière de révéler l'être, le transmetteur, son milieu social, son milieu familial. Et puis, mes principales sources d'inspiration ont été vraiment mes grands-mères avec lesquelles j'avais une relation privilégiée, de véritables gardiennes de la tradition, totalement ancrées dans leur ruralité, et qui m'ont baignée comme ça très tôt dans un univers fait de chants, de contes, de légendes, de mythes, de toutes sortes de récits, et qui est porté aussi par leur activité manuelle liée notamment au travail de la laine et au tissage. Et j'assistais donc avec émerveillement à la transformation de cette matière brute, donc la laine, qui suivait un long processus de travail avant d'arriver dans une ambiance très tendre et très ouatée à se dérouler comme ça sur un canevas, et à danser de droite à gauche et de gauche à droite, comme le ferait d'ailleurs un texte dans l'étymologie, rappelons-le, est dérivé d'un verbe qui signifie tisser. Et donc, au fait, autant d'éléments qui ont bercé mon enfance, qui ont nourri mon imaginaire et qui m'ont aussi interpellée quant à la vocation, justement, de l'écrivain que j'étais en herbe déjà à l'époque, parce que j'ai commencé à écrire très très jeune, des nouvelles, des poèmes, toutes sortes de choses. Et donc les questions qui se posent justement, c'est de se dire comment relayer à mon tour ces voix portées par mes grands-mères, transmises de génération en génération, et d'assurer en quelque sorte ce rôle de conteuse. Et c'est marrant d'ailleurs parce que quand j'écris mes textes, très très souvent je me lis toujours à voix haute. Je me rends compte que je suis toujours en train de lire. J'ai ce besoin. Mon texte est habité au fait par l'oralité. Vous appréciez la musicalité de votre texte oui. en le récitant à haute voix. Oui, c'est important. Et comme ça, je corrige des fois l'ordre des mots, parce que cette musicalité est extrêmement importante. Et puis en même temps, évidemment, pas être uniquement dans le passé et dans la transmission de ce monde passé, mais aussi en quelque sorte témoin de mon époque. Des problématiques de mon temps qui m'interpellent. Quelles sont-elles, par exemple, ces problématiques Les incompréhensions entre les cultures, la violence, un monde en quelque sorte qui est en évanescence, comme si j'assistais au fait à la décomposition d'un monde. Et on le voit, par exemple, avec ces conflits, avec le chaos qui règne dans certains pays. Donc tout ça, c'est des choses qui m'interpellent profondément. Et que vous arrivez à décrypter autrement qu'avec une plume et des techniques journalistiques. Oui, bien sûr, parce que là, il y a une sensibilité qui entre en ligne de compte. Il y a aussi le fruit de plusieurs années de recherche, parce que je bascule entre le registre romanesque et entre la recherche historique. Et donc c'est très important, mais c'est jamais de toute manière une transcription fidèle du réel, parce qu'on ne fait pas que témoigner d'un monde, mais on le réinvente aussi en quelque sorte. Et le but est de pousser à s'interroger, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention d'apporter ni une vérité, ni même un message, mais juste de pousser à réfléchir, à s'interroger, à élargir la vision et puis à dépasser les frontières étriquées, qu'elles soient géographiques ou qu'elles soient mentales. Très bien. Je vais passer la parole à Choy. Vous allez nous expliquer un petit peu votre travail, si vous voulez bien, et puis vous racontez des histoires aussi. Vous mettez en place des récits avec il y a de l'improvisation, beaucoup d'expérimentation, mais malgré tout, le lien avec le réel existe pour autant également.
Oui, je suis parti déjà de ma formation première, qui est une formation littéraire et linguistique. Donc je ne suis pas insensible aux histoires. Et pour moi, raconter une histoire, c'est vraiment non seulement communiquer, mais livrer une part d'imaginaire à quelqu'un, permettre déguiser la curiosité, permettre de développer l'imaginaire. Et donc, vous avez quel outil pour faire tout ça? Mon imaginaire déjà, mon regard, ma sensibilité au monde et mon empathie. Je pars déjà de ces outils intérieurs et j'utilise après des outils comme les micros pour enregistrer le monde, on va dire, pour lors des voyages ou lors des résidences de travail ou à côté des concerts quand je tourne, pour saisir des petits moments, faire des focus sur ce qui se passe. Déjà, ça me permet d'avoir une vue du monde qui m'entoure et ça nourrit mon imaginaire pour après réécrire des bandes-son sous forme d'albums qui vont raconter une histoire, développer une histoire, un fil narratif. Ensuite, je développe des projets soit en solo, donc pour ces histoires-là, ou des projets en collaboration, comme avec Sandra Mel, que vous avez pour certains pu entendre tout à l'heure, et notamment la collaboration Fading into the Blue, qui est exposée actuellement à la médiathèque d'Orléans. On a rencontré une communauté d'origine indienne et francophone au sud de la Louisiane, les pieds dans l'eau, malheureusement, puisque la terre se dégrade, s'enfonce, et avec le réchauffement climatique, la montée des eaux contraint de plus en plus leur territoire, et actuellement, ils ont perdu à peu près 98% de leur terre. Donc, dans quelques dizaines d'années, ils auront été complètement éparpillés, relogés ailleurs ou décédés, puisqu'il y a une partie de la population qui est assez âgée. Et il nous a semblé... Sandra avait effectué 3 voyages et elle avait envie de développer vraiment quelque chose de plus fort et peut-être de plus parlant que juste l'image. Et du coup, mettre du son, réfléchir à une scénographie. Elle me l'a confié, on y est allé ensemble, on a rencontré des gens, j'ai enregistré beaucoup de sons, mis en scène beaucoup de ces photographies dans les scènes qu'on avait partagées. Et du coup, les bandes-sons que j'ai pu écrire en fait, racontent cette histoire-là, racontent l'évolution de la terre sauvage, peuplée par les Indiens et par les francophones, l'industrialisation à partir des années 50 qui a fini par détruire la terre, enfin leur terre, et leur départ pour revenir à une terre, à une non-terre désormais, quelque chose qui est sillonné par des bateaux de pêche et les puits de forage. Oui, votre travail est vraiment symptomatique, nous éclaire sur la manière dont un artiste peut prendre possession d'un sujet aussi grave, qui a fait l'objet de nombreux papiers, évidemment, de reportages, mais à sa manière, avec sensibilité, et peut-être lui donne une force émotionnelle plus forte que celle de simplement la lecture d'un compte-rendu journalistique. Oui, le journaliste, à mon sens, va chercher à donner une vue de la réalité. Moi, je cherche à donner un regard un peu en biais, beaucoup plus tenant à l'émotion, à la sensibilité, pour toucher autrement le spectateur, peut-être de façon plus intime, pour le confronter véritablement à son environnement, à son monde, même si des milliers de kilomètres peuvent le séparer du lieu qui est décrit.
mais lui permettre de se familiariser autrement plus qu'avec des mots et des images. Et voilà, aller plus dans l'intime, étant donné que ce sont les sens qui directement vont guider le message vers le cœur et l'intellect. Giovanni, on n'est pas très loin finalement, le lien se fait assez facilement avec vous, parce que avec vous êtes dramaturge, mais je parlais de votre pièce de théâtre qui a été couronnée du prix RFI, je crois, en 2018, sur Les Inamovibles, où justement vous évoquez, vous mettez en scène le drame de l'exil. Oui. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'avez fait presque en réaction aussi à ce que les médias pouvaient en dire et la manière dont ils pouvaient relater ces drames. Bien sûr, bien sûr. Et justement, je ne m'éloigne pas du tout de l'univers de Choya. Voilà. Pas du tout. Je pense que je vais partir de l'écriture des Inamovibles, le processus qui a amené à cela. La question des migrations est une question très actuelle. C'est vrai qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, mais de plus en plus, les médias s'en saisissent. Il y a comme une sorte de surcharge de l'information, du monde de l'information sur cette question. Et moi, en tant qu'artiste, dramaturge, quand on m'a demandé d'écrire sur les migrations, j'étais obsédé par une seule chose. Comment écrire sur les migrations, écrire quelque chose de différent sur les migrations. Et ça m'a pris environ plus de 6 mois de temps de réflexion, juste la réflexion sans pouvoir écrire une seule ligne de la question. Mais il fallait construire une situation. Et là, j'ai décidé de raconter l'histoire des migrations, non pas de parler du départ ni de l'exil, mais plutôt de parler du retour et de l'attente. Le retour de ceux qui ont échoué, qui décident de revenir, et pourquoi ils ne peuvent pas revenir, qu'est-ce qui les empêche de revenir, et l'attente de ceux qui ont des gens qui sont partis. Vous voyez, quand par exemple, vous avez une mère qui a son enfant qui est parti en tant que migrant, ce qu'elle garde, c'est le visage de cet enfant au moment où celui-là part. 5 ans, 10 ans plus tard, elle sera incapable d'imaginer le visage de cet enfant 10 ans plus tard. Ce n'est pas possible. Donc, elle ne garde que ce visage-là. Et chaque jour, quand on sonne à la porte ou quand quelqu'un pousse le portail, elle se dit « Ah, c'est peut-être mon fils qui arrive ». Donc, il y a cette bulle-là dans laquelle elle va s'enfoncer et peut-être en devenir prisonnière. Donc, j'ai mis en scène 2 vies de 2 personnes. Une personne qui est partie, qui décide qui a échoué et qui fait le point de son retour et qui se dit « Je ne peux pas retourner à la maison parce que les gens qui m'ont vu partir, les gens qui m'ont donné de l'argent pour que je parte avaient confiance en moi et ce serait un drame que je retourne comme ça après avoir échoué. » Et je crois cette histoire avec l'histoire d'un jeune homme qui, lui, ne part pas par désir de se réaliser, mais juste pour le besoin de partir de chez lui et d'aller voir du monde ailleurs. Et qui va être noyé dans l'océan juste parce qu'à un moment donné, c'est les autres migrants dans la barque qui se sont imaginés que leur rêve était trop gros et que cela pouvait faire couler la barque, donc il fallait s'en débarrasser. Et lui, ne voulant pas se débarrasser de ses rêves, eh bien, ils se sont débarrassés de lui, ils l'ont jeté dans l'océan et il est mort dans l'océan. Sauf que je mets une frontière à un endroit où sa conscience a envie de retourner à la maison, chez lui. Et là, il se retrouve nez à nez avec un garde-poste qui lui dit « Vous êtes parti clandestinement, vous n'avez pas le droit de revenir chez vous clandestinement. Donc, vous allez devenir une âme errante. » Et tout le débat se pose là. Quand le déplacement des hommes en tant que corps physique se limite de plus en plus à nos jours, nous sommes presque cloisonnés par les frontières. On peine encore à accepter que les idées aussi sont de plus en plus cloisonnées et qu'elles ont du mal à se déplacer. Donc, la question des migrations ne touche pas que les hommes en tant qu'êtres humains physiques, elle touche aussi les idées. Et ensuite, pourquoi ne pas imaginer donc qu'après la mort du corps, il y a la mort de la conscience. Il peut y avoir aussi quelque chose qui n'est pas du tout une mort, mais qui est le renouvellement de cette non-vie, je vais dire. Donc, il y a tout ça.
Et donc, pour moi, en tant qu'artiste, je ne pense pas que le rôle primaire soit de transmettre. Enfin, ce n'est pas un déni, mais je ne transmets pas le réel. Quand bien même, mon rôle, c'est d'écrire votre quotidien, mais dans un traitement tel que vous vous rendiez compte que, en fait, vous n'aviez jamais vu votre quotidien comme ça. C'est-à-dire, vous vous levez, vous prenez votre sac, vous allez au boulot, vous revenez le soir, vous posez un bisou sur le front de votre femme et vous lui souhaitez bonne nuit. Vous faites ça tous les jours. Moi, je vais vous écrire cette histoire, mais je l'écrirai en déplaçant votre regard et en dépassant aussi votre regard. À partir de cet instant, je suis sûr que le fait que votre quotidien a pu tuer en vous une certaine sensibilité, moi, en déplaçant votre regard, je vais aller toucher cette sensibilité-là et repousser un peu les limites de l'insensibilité. Vous n'êtes pas dans un traitement factuel qui tend vers l'objectivité. Au contraire, vous assumez totalement un prisme subjectif qui apporte une émotion tout à fait différente. Oui, j'assume que si je me mettais à relater votre quotidien, eh bien, je ferais le travail des journalistes à leur place. Moi, en tant qu'artiste, je veux faire plus que ça. Je veux aller un peu au-delà. Je veux pouvoir créer un univers à partir du vôtre qui vous amène à vous poser des questions sur votre univers. Poser une situation pour que, si je crée un accident, ici, c'est du drame, ce n'est pas la réalité. Donc, si je crée un accident, la vraie question ne va pas, pour moi, être c'est lui qui filait ou c'est lui qui n'a pas respecté le feu. Ma vraie question à moi, c'est comment je crée l'accident pour que tous ceux qui voient cet accident puissent s'arrêter et se poser des questions. Ah, mais est-ce que moi, je ne traverse pas souvent la rue comme ça? Est-ce que... Voilà, ainsi de suite. Et je voulais dire une toute dernière chose. Je pense que ça m'est sorti rapidement de l'esprit. Mais bon, ça va... Vous allez revenir. Abdelkader, vous êtes, je l'ai dit, un homme de lettres, un homme d'écriture. Évidemment, en lien avec l'actualité, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, sur vous en tant qu'homme de lettres. C'était à mon câble. Pardon. Oui, c'était... Effectivement. Je suis obligé de vous poser cette question-là quand même. Savoir si vous allez écrire sur ce qui se passe, si vous l'avez déjà fait, et si vous êtes dans votre rôle, finalement, en tant qu'artiste, d'écrire sur ce mouvement politique qui a lieu aujourd'hui, sur la démission de Bouteflika, sur les manifestations de plus en plus importantes, encore hier, dans toutes les rues, les grandes rues algériennes. Quel est votre rôle, j'allais dire, en tant qu'artiste face à ces bouleversements? Comment vous l'appréciez? Si vous permettez, je vais utiliser le rétroviseur. Je crois que c'est important. D'abord, dire que l'Algérie, d'où je viens, a été quand même colonisée 130 ans. Ce n'est pas pour jouer le côté victimaire. L'Algérie à l'indépendance en 62, ce qui se passe aujourd'hui, j'avais 14 ans, on était dans la joie, dans l'énergie. Et ça, c'est formidable. Et la notion de peuple. Le peuple, on a oublié ce terme qui est très chargé. Et ça, c'est important. Les gens, c'est le peuple. Ce n'est pas les élites, c'est pas ce qu'on voudra. Je voudrais un peu revenir le fait comment je suis venu à l'écriture. Voilà, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais je suis d'une famille très modeste où il n'y avait pas de livres. Et mon père, qui aimait beaucoup le cinéma, m'a emmené au début des années 50. On allait voir quoi? Des films de cow-boys et des films de gangsters. Et de temps en temps, j'ai pillé mon père. Il était content, même s'il ne comprenait pas le film dans son entier. La deuxième chose, c'est à l'école primaire, laïque et républicaine, à Oran. Il y a un livre, moi c'était l'époque de Blake-le-Roc, Zambla, je crois que ça va évoquer certaines choses chez des personnes qui sont là. Et j'avais lu un premier livre, c'était pas les CDI d'aujourd'hui, c'était un placard bleu où il y avait une centaine de livres. Et c'était un livre de la bibliothèque verte. Je l'ouvre et que racontait ce livre? C'était l'histoire de gamin de mon âge qui est appelé à faire un grand voyage. Et comme on dit aujourd'hui, le principe de sécurité,
il fallait qu'ils apprennent à sauter en parachute. Alors on leur montre ce qu'est un parachute, ou on leur dit vous allez le mettre sur votre dos, vous allez bien l'attacher, vous montez dans l'avion, la porte de l'avion va s'ouvrir, vous allez vous jeter dans le vide, et vous comptez jusqu'à 10 pour ouvrir le parachute. Et l'instructeur pose la question aux gamins, il leur dit est-ce que vous avez des questions à poser ? Il y en a un qui voulait faire le malin, il lui dit voilà, je suis dans l'avion, je me jette dans le vide, mon parachute ne s'ouvre pas, qu'est-ce que je fais ? L'instructeur lui dit c'est simple, tu iras au magasin, on t'en donnera un autre. Alors, à partir de ce moment-là, j'avais 9 ans, 8 ans, je me suis dit, je vais écrire des livres, parce que j'ai ri. Et le plus fort, c'est que je me suis senti intelligent, parce que j'ai compris, si j'ose dire, la chute de l'histoire. Je ne suis pas écrivain. Alors je me suis mis à écrire, etc. Après, je suis rentré dans le journalisme à 20 ans. Et que m'a apporté le journalisme ? Le journalisme, c'est un feuillet, 2 feuillets, etc. C'est comment, avec une poignée de mots, raconter une histoire. Nous sommes toujours dans l'apprentissage de ce qui fera de moi peut-être un écrivain. Voilà, des mots, des images. Le cinéma m'a donné la fluidité. Je ne me suis jamais ennuyé au cinéma. Pour moi, l'un des plus grands acteurs, c'est Louis de Funès. Ça peut vous surprendre, mais je vous assure que... Et on apprend le rythme, etc. Voilà. Après, on rentre dans le journalisme. Bon, mais moi, j'y suis rentré en me disant, puisque tu t'es fait la promesse de devenir écrivain, tu seras journaliste, tu vas commencer à fumer, tu vas aller à l'hôtel, tu vas commencer à... Voilà, tout le folklore autour de la profession. Mais c'est qu'il y a de fondamental en Algérie de faire du journalisme. On parlera de l'Algérie après. C'est le fait que je me déplaçais dans toute l'Algérie. C'est-à-dire que j'allais dans ce qu'on appelle l'Algérie profonde. Cette Algérie sortie de la guerre. En tant que journaliste. En tant que journaliste. Cette Algérie avec ses paysans, avec ses ouvriers, avec ses expériences politiques, tout cela, quoi. C'est ce qu'on appelle la formation. Bien. Après, le journal dans lequel je travaillais à Oran a été arabisé. Je suis allé poursuivre mon travail à Alger, dans une agence de presse, dans des organes. Et à l'époque de Boumediene, il y avait ce qu'on appelle la révolution industrielle, la révolution agraire, et la révolution culturelle, c'est-à-dire que j'étais 20 ans, 22, 23, ce que Malraux appelle l'illusion lyrique. J'étais dans l'enthousiasme, dans la joie, et ça, c'est important. Il y a eu le coup d'État de Boumediene Ben Bella, c'est l'objet de mon dernier roman paru au Castor Astral, je ne suis pas en train de faire de la publicité. Mais on fait des livres, j'en ai fait à peu près une vingtaine. Ce n'est pas de la performance physique, mais c'est une passion de l'écriture. J'ai même fait un livre sur les cochons. Ça peut surprendre, qui est paru il y a 3 ans. J'ai fait un livre sur la Bigorre. Je n'écris pas que sur l'Algérie. D'ailleurs, quand je vais dans les lycées, je dis est-ce que vous connaissez la Bigorre ? Il y a un côté un peu... Il y a quelques mains qui se lèvent. Je dis est-ce que vous connaissez Lourdes ? Quelques mains qui se lèvent. Si vous auriez posé cette question il y a 30 ans, vous dites la Bigorre et surtout Lourdes, les mains se seraient levées, beaucoup de mains. C'est-à-dire qu'à la fois être algérien et fier de l'être, d'avoir vécu dans cette Algérie profonde, cette Algérie traumatisée. Alors n'oublions pas, puisqu'on parle de journalisme, en 1960, le général de Gaulle demande à Michel Debré, le Premier ministre, de faire le recensement de la population du Maghreb. Alors, résultat des courses, en Algérie, en 1960, tenez-vous bien, il y avait 95% d'analphabètes pour 8 millions d'habitants. 1 million d'Européens, il n'y avait pas un analphabète sur le million d'Européens. Alors, 1960, ça ne fait pas longtemps.
Je ne sais rien du tout dans l'histoire d'un peuple. Cette Algérie est indépendante depuis 57 ans. C'est rien du tout, ça, 57 ans, etc. Oui, voilà. Bien, alors, pour revenir, c'était immanquable sur cette Algérie-là, mais c'est formidable ce qui se passe. Je ne veux pas être démagogue. Moi, je suis... Enfin, je veux dire, moi, qu'est-ce qu'un écrivain, qu'est-ce qu'un journaliste? Bon, d'abord, sa fonction, c'est d'essayer de comprendre. Un écrivain et un journaliste, c'est pas un poisson d'aquarium. Regardez les aquariums, ils sont très beaux. Les poissons sont très beaux. Et vous voyez le poisson tout le temps dans l'aquarium en train de faire quelque chose, d'ouvrir la bouche. Si le propriétaire de l'aquarium ne lui donne pas de la graine, enfin des grains pour manger, il meurt. Un citoyen, un journaliste, un écrivain, c'est celui qui va chercher sa nourriture dans l'oued, dans la mer. C'est quelqu'un qui est dans la vie, qui est dans la vie, qui la traverse. On appartient à tous. Chacun d'entre nous a une famille. Voilà. Bien sûr que le témoignage de l'écrivain. Mais je pense qu'il faudrait peut-être, par rapport à l'Algérie, qui fait une belle intrusion dans les médias, et on s'aperçoit que ce peuple est vraiment esthétiquement beau, physiquement. On voit les femmes avec le hijab, etc. Alors qu'on a passé... Les médias occidentaux, français, ont passé leur temps à guetter cette Algérie qui fait peur, etc. Et tout d'un coup, elle donne une leçon, allez, soyons prétentieux. De pacifisme. Prétention au monde, c'est une leçon au monde. C'est un pays qui sort de 10 ans de massacre. S'il faut ajouter octobre, etc., etc. C'est le regard qu'il faut changer. Vous voyez, Michel Leiris, dans les années 30, disait, qui avait beaucoup écrit sur le Congo et l'Afrique, il demandait à ce qu'on fasse venir des jeunes Africains pour apprendre l'ethnologie et écrire sur l'Europe, sur les Occidentaux. La réponse n'a jamais eu de suite. Et je suis de la presse écrite. Pendant longtemps, j'ai exercé ce métier. Quand on voit les experts, les spécialistes, même des anciens de Giscard d'Estaing, l'autre qui disait qu'il fallait avoir une Rolex pour être un homme heureux, parler de l'Algérie, c'est quand même désolant. Voilà. Non, mais, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que parler de l'Algérie, d'abord, il faut connaître l'Algérie. Ceux qui sont à la télévision, je ne suis pas en train de faire un procès, comme dirait Brel, bête et brutal, mais ils ne connaissent rien de l'Algérie. Moi, je dis toujours, entre un Algérien et un Français, le Français est sur l'autre trottoir, je suis de ce côté-là. Pourquoi moi, je serais obligé de faire le 3/4 de la rue pour aller vers lui? Mais pourquoi lui ne viendrait pas vers moi? Ça aussi, c'est des questions qu'il faut poser. J'ai écrit sur la décennie noire, d'accord. Bon, il y a la précaution, si c'en est une, je me dis, je ne peux pas, comme dirait Nougaro, cracher sur la gueule de papa. Moi, je ne sais peut-être pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Ça on ne me l'enlèvera jamais. Vous voyez, donc, à la fois d'être dans l'honnêteté, dans l'honnêteté du métier qu'on fait. Parce que c'est un métier assez schizophrénique. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste ou on a la vérité dans la bouche, etc. Non, ça, le pire, c'est que certains veulent donner des leçons. Ce qu'il y a de formidable en Algérie, il n'y a pas Bolloré, les forces d'argent, les journaux algériens, il n'y a pas les forces d'argent. Et c'est ça aussi, une leçon de démocratie. Je vais laisser Giovanni réagir. Trop parlé. Mais non, non, vous n'êtes pas trop. Juste pour le micro. Pour rattraper le retard. C'était juste pour le micro. Ah, d'accord. Non, je voulais, ce qui m'était sorti de l'esprit, c'est que qu'on le veuille ou pas, en tant qu'artiste, on est obligé de partir du réel. Oui, vous n'êtes pas sur notre planète. Et on va pas, non, même si on allait sur une autre planète, ce qu'on imagine de là-bas,
ça part de nos prismes d'ici, de ce qu'on a vu. On se dit, je vois cette table-là, elle a une surface plate et je la retourne. Donc ça veut dire que je pars de quelque part et je crée quelque chose d'autre. Voilà. Et pour revenir à la question de ce test-là, une des causes qui m'a amené à écrire comme ça, c'est cette pièce que... La pièce des inamovibles, c'est ça? Oui. Qui était sur commande? Oui, c'est parti de Conakry avec un festival qu'on appelle Univers des mots. Puis après, je suis passé à Bamako. Je suis allé à Dakar avec une bourse de l'Institut français de Paris. Je suis retourné à Cotonou, toujours pour la même pièce, faire des recherches, questionner des gens, écrire des portions du test et tout ça. Et vous faites un vrai travail de collecte d'informations malgré tout, et après vous remaniez ça. Une fois que vous avez ce matériau-là, vous en faites la substance de votre création. Bien sûr. Je pense que pour moi, il faut, comme le dit Abdelkader, il faut se rapprocher le plus possible du réel pour mieux s'en séparer. Il faut comprendre. Si vous comprenez, vous pouvez à partir de là prendre des libertés et changer, déplacer le regard, comme je le dis. Puis, j'ai voulu aussi aborder cette question parce que le traitement que les médias internationaux font de la question des migrations, notamment des migrations sud-nord, est à la limite énervant. Enfin, pas à la limite, elle est énervante, manifestement. Oui, bien. Et j'ai voulu donc aborder un angle qu'il refuse de traiter. J'aime bien une phrase dans la dernière scène où il y a une pseudo-journaliste, une jeune fille qui aime jouer au journaliste, qui dit, elle pose une question au migrant, elle lui demande, pouvez-vous me raconter votre histoire? Le jeune homme ne répond pas. Elle dit, mais vous savez que si vous ne me la racontez pas, je l'écrirai quand même comme je le pense. Et puis plus tard, l'autre lui dit, mais est-ce que vous connaissez les clauses de confidentialité? Elle dit, il a même le courage de parler de clauses de clandestinité. Mais madame, je n'ai pas dit clandestinité, vous mentez. Je ne mens pas, je traite l'information. Oui, c'est ça. C'est dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui mettent du vrai mensonge sous le coup du traitement de l'information. Et ça, c'est pas gentil. Pour faire du sensationnalisme ou autre. Oui, c'est le marketing aussi qui pousse à tout ça. Donc, il y a, puisque nous sommes sur un panel où on parle de journalisme et que nous sommes des artistes et que nous venons parler de ces questions qui ont rapport aussi avec, qui touchent aussi les journalistes, c'est aussi l'endroit où on pourrait déplacer un peu notre questionnement en se demandant, parce que parfois, on peut se dire que l'artiste peut mentir. Oui, il peut mentir. Mais lui, il a le droit. Non, l'artiste ne ment pas, en fait. L'artiste crée. Justement, il ne ment pas, il crée. Le journaliste a choisi d'être dans une profession... Je veux dire, il peut s'éloigner d'une réalité. Effectivement, ce n'est pas son propos, de coller à une réalité, d'en faire un compte-rendu le plus factuel possible. Il n'est pas c'est pas sa vocation. Exactement, parce que quand vous allez voir une œuvre artistique, vous n'attendez pas de l'artiste qu'elle vous rende compte de la réalité. Voilà. Par contre, le journaliste prête serment presque de rendre compte de la réalité. Oui, c'est la nature de son travail. Bon, voilà. Donc, je pense que je peux m'arrêter là. Non, mais très bien, Giovanni. Vous aviez l'air de vouloir réagir. Et c'est vrai que je vous laisse la parole, mais ce que disait Giovanni sur mieux comprendre le réel pour pouvoir s'en émanciper, c'est vous travaillez avec des centres, enfin le CNRS, vous travaillez avec des ingénieurs justement pour collecter cette réalité à partir de laquelle vous faites votre création. Pour des travaux spécifiques, oui, effectivement. Mais ce que tu disais m'inspire vraiment une réflexion. C'est qu'en fait, on parle de la différence entre artiste et journaliste. La différence naît du moment où on rend compte. Le journaliste veut l'immédiateté parce qu'il veut donner en temps réel, de plus en plus en temps réel. Les médias s'imposent ça. L'information en continu. Voilà. Donner quelque chose au public qui n'est pas forcément la grande réalité, mais des réalités morcelées, accumulées. Et ce que nous, on effectue, c'est prendre le temps, réfléchir, créer,
se donner du recul, regarder en biais, et là, à ce moment-là, une fois qu'on est sûr de nous, on peut avancer. On peut proposer quelque chose qui sera donné à voir, à entendre au public. La différence, elle est temporelle. Dans la temporalité par rapport à l'événement, par rapport à la réalité. Et dans l'approche aussi. Oui, bien sûr. Vous êtes dans une subjectivité totalement revendiquée. On est beaucoup plus libéré qu'un journaliste qui a un cadre de travail. Nous, on se crée notre cadre de travail. Mouna, vous êtes des deux côtés. Journaliste, oui, fan de lettres. Tout à fait. Le réel offre une fascinante source d'inspiration parce que je le dis toujours et d'autres personnes l'ont dit avant moi, c'est que le réel est parfois plus invraisemblable qu'une fiction dans les anecdotes qu'il peut fournir, dans les péripéties, les choses comme ça. Et donc pourquoi aller chercher forcément et uniquement exclusivement dans l'imaginaire quand ce réel-là offre toutes ces pistes, ça d'un côté. Et puis donc il y a le réel, mais il y a aussi l'histoire. Et je suis fascinée par l'histoire. Pourquoi l'histoire ? Parce que quand on l'aborde de manière sans préjugés, disons, on se rend compte au fait, d'abord, elle a la capacité d'aborder les questions de manière un peu moins passionnelle. Et donc il y a la distance qui s'est mise en place. Et donc de relativiser certaines choses. Et puis, justement, quand on l'aborde comme ça de manière un peu distanciée, on se rend compte au fait du poids des visions intérieures qui peuvent être biaisées, portées par certaines idéologies. Il y a évidemment le poids du regard extérieur porté sur l'autre, avec là encore une certaine vision, non l'exemple non plus d'idéologie, de certaines visions ethnocentrées peut-être. Et puis, quand on se passionne pour l'histoire, on se rend compte aussi et surtout de tous ces liens qui unissent les peuples des deux côtés de la Méditerranée. Et pour moi, c'est une dimension capitale. Je parlais tout à l'heure justement des problématiques de mon temps et de ce qui m'interpelle et ce qui me donne envie d'écrire. Et on se rend compte au fait de l'ampleur des anachronismes qui peuvent exister dans cette construction qu'on se fait entre opposition systématique, entre Nord, Sud, Orient, Occident. Or, quand on s'intéresse à l'histoire, et ça c'est des questions qui m'ont tenu à cœur et que j'ai absolument tenu à détailler dans le cadre de mon dernier ouvrage, Histoire inattendue du Maroc, que j'aborde dans une vision large, dans un ancrage à la fois méditerranéen et africain, et où j'insiste particulièrement, même si le récit va jusqu'en 1907, et même si c'est un essai, plusieurs personnes insistent sur le fait qu'ils l'ont lu comme un roman. Évidemment, le souci d'exactitude historique est là, mais du fait aussi de ma formation en littérature, je vais mêler des éléments liés à la généalogie, d'autres à l'anthropologie, d'autres à la sociologie, d'autres à la toponymie, des réflexions, un mode d'écriture qui est déjà souple, un peu plus proche du roman que du récit académique, même si là encore l'exactitude est là et les références évidemment sont toutes données. Donc par exemple dans ce livre, et peut-être je peux juste vous donner un éclairage pour essayer de comprendre de quoi je parle exactement, par exemple sur la question du lien au monde grec, du lien du Maghreb au monde grec, qui n'est pas suffisamment mis en avant. Alors, par exemple, il est de coutume dans ce qu'on appelle le vieux continent de dire que l'un des socles sur lesquels repose la culture occidentale est, auprès du christianisme, l'héritage gréco-romain. Soit. Et puis, on insiste évidemment sur ce qu'on appelle, ce qu'Ernest Renan avait appelé le génie grec. Alors, mais on se rend compte au fait qu'il y a une sorte de surdimensionnement de cet héritage par rapport aux autres cultures. Et il ne s'agit pas évidemment de contester l'apport exceptionnel des Grecs au monde, loin de là, mais la question est de savoir d'où puisent les Grecs eux-mêmes leur héritage. Et pourquoi priver le reste du monde de cette armature culturelle ? Par exemple, et là, évidemment, je donne un tas d'exemples, et là n'est pas le lieu de rentrer dans les détails, mais par exemple, un tas de personnages de la mythologie en nourrit les arts, la culture, etc. Par exemple, le personnage Dante qui a été terrassé par Héraclès et issu de terre libyque. Un dieu comme Poséidon, d'après Hérodote, serait issu de terre libyque et donc berbère, ancêtre du berbère. La déesse tutélaire d'Athènes serait berbère, et donc libyque, issue de la région, ce qu'il appelle le lac Triton. Une influence qui va s'étendre sur un tas de personnages comme ça, de la mythologie, mais qui dépasse aussi le cadre de la mythologie, parce que, par exemple, Hérodote dit que les Grecs ont pris leur costume, l'égide
des femmes d'Athènes, des femmes berbères. De la même manière, les Grecs ont appris à atteler 4 chars à leurs chevaux, comme le faisaient les Berbères. Évidemment, ils ne les appellent pas les Berbères, ils les appellent les Libyens. Et les Libyens, c'est toute l'Afrique du Nord. Enfin, parce que les Berbères, il faut savoir, peuplaient le Maghreb depuis l'Atlantique jusqu'à la vallée occidentale du Nil et depuis la Méditerranée jusqu'au fleuve Niger. Et donc évidemment, c'est un peuple qui a eu des liens privilégiés avec tous ces peuples de la Méditerranée. Sur la question de la latinité, par exemple, là encore, il paraît naturel de parler de monde, de civilisation, de culture gallo-romaine ou ibéro-romaine, mais ça peut faire sursauter si on fait l'association entre l'élément libyque et l'élément romain. Et pourtant, le processus de romanisation a été le même pour les Berbères que pour les Sardes, pour les Celtes, etc., pour les autres peuples. Et c'est incroyable de voir le nombre de personnalités qui ont marqué la vie politique romaine. Ce sont des personnages berbères qui portent des noms romains. Par exemple, un grand général comme Lucius Caetius était mort de naissance, et donc nord-africain et berbère. Septième Sévère, qui était empereur, et donc d'origine libyenne. Loin du monde politique, par exemple, on va aller vers le domaine de production littéraire, et là encore, on a un tas d'intellectuels qui sont d'origine berbère, bien qu'ils portent des noms, par exemple Apulé, qui est originaire de l'Algérie actuelle, qui est auteur du premier roman en langue latine et qui était berbère de naissance. Un tas de productions sur le plan théologique, sur le plan juridique, avec des personnalités comme Tertullien, Saint-Cyprien, Saint-Augustin, qui sont là encore berbères de naissance. Et cette production, d'ailleurs, cette contribution à la latinité a été capitale parce que ces berbères ont fait des productions en langue latine alors que leurs homologues de l'autre côté de la Méditerranée continuaient à exercer, à pratiquer en langue grecque jusqu'au IIIe siècle. Et donc c'est là où on voit les premiers actes des martyrs, ils ont été écrits en Afrique du Nord par des théologiens berbères, et c'est fascinant de rentrer dans cet univers. Et là encore, sur le plan, par exemple, du christianisme, le christianisme peut-être n'a pas marqué durablement la terre nord-africaine, mais c'est d'abord en Afrique du Nord et c'est d'abord au Maghreb que ce christianisme a étendu ses racines à l'heure où il était considéré comme une subversion encore en Europe du temps de la Rome impériale. Et vous êtes pionnière dans cette manière d'éclairer le présent avec à la lumière du passé Je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, c'est un petit peu mon domaine de prédilection et je pense que c'est très important, justement. Je pense que dans ce contexte, justement, de crise de compréhension entre les cultures et le peuple, et il faut bien l'avouer, de sortir d'une sorte de vision fragmentée et, de l'histoire, et qui soit un peu plus humaniste et qui aille vers plus de rapprochement et vers la mise en avant de cette parenté méditerranéenne. Et tous les quatre, c'est vrai que vous êtes dans des domaines très différents, des domaines artistiques différents, des parcours tout à fait différents. Vous êtes dans la transmission aussi, dans une transmission pédagogique. Vous animez des ateliers, enfin soit des ateliers d'écriture. Vous participez. Vous avez une plateforme qui permet d'aider, de proposer des formations aux dramaturges. Choi, c'est pareil. Vous êtes totalement dans cette dimension-là. Des ateliers de création sonore, d'écriture sonore. Oui. Et ça, c'est une partie très importante de votre travail et de la manière dont vous le concevez, votre rôle aussi. C'est une part du travail, dans le sens où ça n'existe pas si on fait ça pour soi, que pour soi. Ouais. Et il n'y a pas non plus de recette miracle. Et c'est à chacun un peu de trouver ses méthodologies de travail. Mais néanmoins, rencontrer quelqu'un qui pratique permet aux personnes qui découvrent ces pratiques des pistes, d'avoir des pistes de réflexion, de décrypter par l'expérience et par l'expérience directe, puisqu'on pratique ensemble. Ça donne une lecture aussi de ce qu'est l'art dans son ensemble. Puisque je ne suis pas simplement musicien, mais je pratique un petit peu des arts plastiques, la vidéo, j'écris. Donc, en fait, c'est l'ensemble de ces choses-là qui... Et vous vous adressez à quel public ? Quels sont les tout public. Ça m'est arrivé de faire ça vraiment pour des jeunes qui sont en école primaire, jusqu'à des adultes. Et vraiment... de tout type de milieu, ça peut être milieu universitaire comme école de quartier ou maison de quartier, c'est vraiment très diversifié. Et la chose importante
pour moi là-dedans, c'est que le fait d'en parler, comme je le fais aujourd'hui, ça permet d'avoir du recul, de formaliser des idées que je peux avoir en tête, de mettre des mots dessus, et du coup de mieux maîtriser après ma pratique, ma méthodologie de travail, mon ressenti. Si on peut vous aider à quelque chose, c'est avec plaisir. Ça, je voudrais compléter que déjà, ça répond donc à cette nécessité-là. D'en parler, ça vous permet à vous-même de vous remettre en cause. Au même moment où vous en parlez, vous vous rendez compte que tout n'était pas en place en fait, et que votre réflexion s'approfondit au fur et à mesure, et que ça devient plus fluide, et que ça induit un recul par rapport à votre propre création. Et en même temps, moi je fais partie moi j'aime beaucoup que les choses soient en mouvement. Je n'aime pas le statisme. Même quand je fais des mises en scène, ça évolue toujours jusqu'à la dernière représentation. Et ça peut encore évoluer entre la première et la deuxième représentation, ainsi de suite. Et pour que les choses restent en mouvement, il faut que vous ne soyez pas seul. Il faut qu'il y ait d'autres personnes pour permettre la contradiction, la collision. Il faut qu'il y ait des gens pour faire un pas en plus, ou faire un pas à côté, ou un pas contre. Et que de tous ces mouvements-là qui naissent, qui peuvent être des allers-retours ou parfois même des contradictions terribles, que la pensée se régénère et qu'elle aille dans d'autres sens. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire de l'art. Sinon, on va finir par s'écrire nous-mêmes tout le temps, et ça va platiner. Et concrètement, c'est-à-dire que vous faites des rencontres à Cotonou, comment s'organisent les modules de formation, de rencontres que vous mettez en place avec d'autres dramaturges? Alors déjà, c'est pas quelque chose qui existe abondamment à Cotonou, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, je peux le confirmer. C'est tout le temps un effort considérable qu'on met à demander aux jeunes de s'intéresser à ça. Et la plupart du temps, c'est parce que il y a quelques-uns qui ont rencontré le succès, que ça nous a intéressés, nous, et c'est le même modèle qui se reproduit parce qu'il y a des jeunes qui arrivent vers nous parce qu'ils ont vu que, OK, c'est vrai que ça a mis du temps, mais ça a rencontré un succès, ça a eu un écho quelque part dans le monde, et j'ai aussi envie de faire. Donc, ce qu'on fait, moi, je suis entré à l'université, j'ai intégré l'ensemble artistique et culturel des étudiants, le ACE, et en même temps que je faisais ma formation en sciences politiques. Donc, j'ai eu ces deux parcours. Et quand je suis sorti de l'université, j'ai créé une entreprise de communication. Il y a des jeunes qui sont venus, qui ont fait des stages de formation en production audiovisuelle et tout ça. On organise des formations tout le temps. Mais en même temps, j'ai mis en place avec des amis une association, et cette association a décidé de mettre en place, pour chaque problème qu'on rencontrait, on s'arrangeait pour mettre en place un dispositif. Donc, premièrement, on n'a qu'une seule salle. À la date d'aujourd'hui, il y a au moins 2 ou 3 salles privées qui sont nées ensuite, mais au moment, en 2013, où je parlais, il n'y avait que l'Institut français qui nous offrait un peu la possibilité de jouer. Encore que là, on n'était pas suffisamment grand pour aller à l'Institut français. Donc, on a décidé de mettre en place des espaces comme ça où les jeunes peuvent venir faire de la mise en scène, venir s'essayer à la mise en scène, produire quelque chose, aller rencontrer des metteurs en scène et montrer leur travail. Puis, 2 ans plus tard, on a mis en place une autre plateforme qui s'appelle les Didascalies du Monde pour lire des tests. Et puis après, ça a été un site internet pour relayer des opportunités vers les jeunes. Et là, maintenant, on développe un projet numérique pour faire des MOOC de formation et des webinaires sur des questions qui touchent à l'idée, la pensée, pour que des jeunes qui sont au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Cameroun et consorts puissent accéder à des partages, à des échanges. Via une plateforme numérique. Oui, une plateforme vraiment associée l'art et le numérique dans un pays ou dans une zone où j'ai entendu quelque part aujourd'hui que l'Afrique ne consomme pas plus de 5% de la bande passante du monde entier. Et ce n'est pas faux. Ça, par exemple, c'est une limite. Nous, on a mis en place une plateforme YouTube qui a aujourd'hui plus de 500 vidéos en ligne, mais je vous garantis que c'est tellement difficile de vulgariser ces vidéos parce que nous n'avons pas la bande passante qu'il faut. Et voilà, c'est une question juste c'est important. Technique, oui. Complètement. Abdelkader, sur cette notion de transmission, quand je vous ai présenté, je dis que vous animiez des ateliers, c'est une dimension importante de votre travail à laquelle vous
consacré beaucoup de temps et d'énergie. Oui, si vous me demandiez quel est pour moi un mot dans la française qui serait important, je vous dirais le mot apprentissage. D'abord par sa sonorité. Ensuite, il contient 2 verbes, le verbe apprendre et le verbe tisser, évoqué dans Mona, tout à l'heure. Oui. Et j'aimerais bien que je suis un artisan, je suis écrivain, c'est vrai, mais au fond, je suis un artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains et tout ce. Être écrivain, c'est bien. On peut être boulanger, mécanicien, ce qu'on voudra. C'est un métier comme un autre, écrivain. C'est pas. Mais à condition qu'on ait la passion de faire ce métier de boulanger, d'écrivain ou de jardinier. La question n'est pas là, c'est même pas une question de statut. Et le fait que, à travers l'Hexagone, à l'étranger, dans les écoles, dans les maisons d'arrêt, dans les prisons, etc., longtemps, voilà. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'apprends. L'écriture est un vaste chantier. Quand vous avez une classe devant vous de 20 à 25 élèves, l'écriture, c'est quelque chose d'imprévisible en dehors du dictionnaire, du vocabulaire. L'écriture est une aventure. C'est une forêt qu'on ne connaît pas. On a la tentation d'y pénétrer. On se dit on va se perdre, mais en même temps on a envie de se perdre. On va avoir faim, froid, on va être mangé par le loup. Et en même temps, on a envie de tout ça. Et c'est une aventure. C'est une aventure formidable. Et c'est un chantier. Chaque classe, on rentre dans un chantier. On n'a pas le casque, les bottes, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'en tire beaucoup de choses. Pourquoi ? En tant qu'adulte, quand je lis un roman, je lis un récit, une nouvelle, un poème, et j'apprends une chose, j'ai gagné ma journée, c'est formidable. Que la littérature m'apprenne des choses. La littérature, c'est pas quelque chose d'éthéré, d'abstrait, pas du tout. La littérature, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de concret. Vous savez, un écrivain, c'est comme le maçon qui construit une maison. D'abord, il va faire les fondations. Il va monter les murs, il va peindre, etc. Même si la maison est de guingois, même si elle va tomber par terre, le seul plaisir qu'il a, c'est de choisir la couleur des volets. Je veux des volets blancs. Vous voyez ? Vous m'excuserez de cette facilité. Je suis un intellectuel par rapport à la littérature. Voilà, parce que la littérature, c'est d'abord quelque chose de concret. Et pour moi, un livre, je pense que il est fait pour parler de la complexité du monde. Il est fait pour parler de la complexité. Le plus dur en écriture, c'est de faire simple. C'est ça le plus dur. Voilà, c'est pas de... etc. Et la littérature m'a appris beaucoup de choses. Et puis, je vais vous dire, je ne vis pas de mes droits d'auteur. J'ai un métier qui est celui-là d'animer des ateliers, des conférences, etc. Allez, on pourrait appeler cela un complément, parfois important. Mais je ne fais pas que ça pour ça. Je fais de la formation pour les enseignants à Tokyo, voilà, en Égypte, à Vesoul, enfin tout ça, quoi. Mais voilà, donc... D'accord. Mouna, vous voulez dire non ? Mais c'est vraiment valable pour tous les arts. Effectivement, le côté aventureux. On démarre quelque chose, on ne sait pas où on va, on ne sait pas forcément la forme que ça va prendre. On retrouve dans nos disciplines vraiment la même matière, le même éther et la même incertitude. Et c'est plus qu'un travail, parce qu'un travail, à la limite, il commence à des horaires plus ou moins fixes et se termine à des horaires plus ou moins fixes. L'écriture, ça déborde sur tout le reste du temps. C'est pas rémunéré. Et moi, j'ai laissé tomber... tes droits d'auteur, c'est très compliqué. J'ai laissé tomber toutes mes activités pour me consacrer exclusivement à l'écriture. Et puis, je tenais juste à
préciser un point, c'est que très souvent on dit que l'écriture est une sorte d'exutoire, de catharsis, voilà, et donc on insiste un peu sur cette dimension. Et je pense que c'est à Ernest Hemingway, on avait posé la question, on lui avait dit qu'est-ce qu'il faut pour être un grand écrivain, et il avait répondu avoir eu une enfance malheureuse. Alors moi, déjà, je ne sais pas du tout ce que signifie être grand écrivain, surtout de nos jours, où, si je peux me permettre cette digression, mais on voit quand même propulser certains profils érigés en grands écrivains pour des enjeux, des raisons qui nous dépassent et peut-être qui correspondent à des phénomènes de mode éphémères. Ouais. Et voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Et si, oui, mais si douleur il y a, elle est vraiment. C'est comme si le monde était une extension de moi-même, ou je ne sais pas comment traduire ça, mais extrêmement sensible à ce qui se passe autour de moi, dans mon environnement proche, dans la société dans laquelle je vis, mais également au-delà des frontières. Et donc, il est très important pour moi d'expliquer dans ce contexte qu'il ne s'agit pas d'un cri de douleur. Cette écriture, on la traduit comme ça, toujours, mais vraiment un cri d'amour, parce qu'il faut aimer, et passionnément, pour faire le choix d'une vie de bohème, de laisser tomber sa carrière, laisser tomber les revenus, laisser tomber et aller, voilà, parfois. Oui, exactement, tout à fait, et y aller comme ça, comme une passionnante histoire d'amour où on se jette la tête la première sans trop réfléchir où on va exactement. Et donc voilà, donc c'est un partage, c'est un ensemble de voix qu'on porte en soi. C'est une solitude aussi parce que c'est un travail foncièrement solitaire et qui finit à un moment ou à un autre par se réfléchir à l'extérieur, vers l'extérieur, et qui donne envie, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et comme ça a été dit, qui donne envie de réfléchir, parce que finalement, c'est ça l'objectif. C'est signe finalement que nous refusons le fait accompli et que nous sommes en vie, que nous sommes libres. Très bien, merci Mouna. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, j'imagine que oui. N'hésitez pas. Oui, monsieur, au premier rang. Attendez, on va vous donner un micro, si vous voulez bien. Voilà, très bien, merci. Oui. Je me demandais s'il y avait eu des publications qui avaient été faites par les uns ou par les autres. Donc vous pourriez nous communiquer un petit peu Oui, elles sont, de toute façon, des biographies artistiques plus étoffées sont présentées dans les différentes plaquettes, donc vous pouvez le retrouver. C'est présenté là. Vous avez la liste des différents romans, des pièces de théâtre, de ce qu'ont fait les uns et les autres. Je peux juste ajouter qu'actuellement et jusqu'au 4 mai, il y a une exposition à la médiathèque d'Orléans d'un travail que j'ai effectué avec la photographe Sandra Mail sur le sud de Louisiane. Donc je vous invite à y aller. C'est au rez-de-chaussée de la médiathèque d'Orléans, place Gambetta, jusqu'au 4 mai. Jusqu'au 4 mai. Oui, madame. Vous pouvez le... C'est la dame qui est derrière, là, qui a levé la main. Hop. Monsieur, vous aviez une question, pardon ? Oui, on revient vers vous après. Oui, c'était simplement pour faire la différence. Monsieur, vous avez parlé, vous avez fait le rapprochement de l'écriture avec l'artisanat. Moi, je crois que vous avez un peu oublié la différence qu'il y a entre art et artisanat, ce qui n'est pas du tout péjoratif pour l'artisanat, mais l'art a une dimension un petit peu différente. Ce dont ont parlé les autres personnes qui sont ici. Je crois que l'artisanat, c'est quand même quelque chose où il y a beaucoup de travail, bien sûr, mais l'art aussi. Avant d'arriver à exprimer son art, il y a énormément de travail, de recherche sur tous les plans, aussi bien de la recherche intellectuelle que de la recherche dans une pratique. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Je crois simplement que l'art a une dimension autre que l'artisanat. Je vous invite, si vous avez le temps, à lire mon livre sur Matisse, sur l'art. Zahra sur la terrasse, c'est le titre qui est apparu au Seuil. Et je parle de l'art, je parle des artisans marocains. Mais bien sûr, mais quand je dis artisan, il fait des chaises, il fait des tabourets, il fait ce qu'il veut, etc. Mais c'est d'abord la passion qu'on porte au métier qu'on fait. Le petit cordonnier qui fait des babouches, ce que vous voulez,
ne faut pas lui demander de lire des livres d'art. Vous voyez, si vous faites cette différence, je la sais, je la connais, bien sûr. Mais c'est surtout la passion qu'on a pour un métier, qu'il soit artistique ou pas. On peut être épicier et avoir une passion de l'épicerie, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, tout à fait. Je suis d'accord, d'autant plus que je suis à la fois artiste peintre et écrivain. Si vous permettez, il y a quelques mois, je suis tombé comme ça sur une phrase qui m'a beaucoup fait rire. Et la phrase dit « Ne dit-on pas que celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier, que celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan, et que celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur est un artiste ?» Et j'ai rigolé fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'ai rigolé, mais j'ai rigolé. Non, mais c'est vrai que ce ne sont pas du tout les mêmes usages. Je ne crois pas qu'il y a vraiment de règles. Je crois que c'est... Mais quand on crée, on est au-delà du faire, ou même du très bien faire. Il y a d'excellents artisans. Oui, on ne peut pas demander à un cordonnier d'être Rubens, hein, vous savez. Mais moi, je ne méprise pas le cordonnier. Il y a des gens qui sont excellents et qui font des choses magnifiques. Merci, madame. Monsieur, je vous ai enlevé le micro, on va vous le redonner. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour vos belles prestations aujourd'hui. Donc, d'abord, je commence juste par 2 points au départ. C'est que d'abord, le titre qui m'a interpellé depuis le départ, c'est que informatoprix, mais est-ce qu'on lit d'abord? Le sujet aujourd'hui, chaque fois quand j'entends une présentation, il y a dans le background Afrique-Méditerranée. Afrique-Méditerranée. Et du coup, une question entre amis par rapport à vos travaux sur la migration. Avant de poser la question, juste une réflexion. C'est que j'ai remarqué que, par exemple, dans les travaux, il y a un nœud qui manque, et ça, moi j'ai pêché sur ça, c'est qu'on aurait dû avoir un diplomate dans le panel. Parce que là, les diplomates aussi informent. Et en quelque sorte, on contribue, si on peut dire discrètement, à ce que vous faites, et justement à construire des pans. Ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas forcément connu, ni médiatisé, ni parfois compris. Et du coup, quand mon collègue a abordé la question de l'immigration, d'où ma question, est-ce que vous êtes écouté? Parce que de l'autre côté de la barre, est-ce que ce que vous faites, il y a un effet? Est-ce que le message passe? Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a une suite? Et est-ce qu'il y a une construction qui est faite après? Parce que par la thématique de la migration, depuis quelques années, il y a une quinzaine d'années, ça a été vraiment une question, une thématique sociale, socio-économique. Mais maintenant, la migration, elle est sécuritaire d'abord. Et du coup, votre effort de l'humaniser, moi je me demande, est-ce qu'il est écouté par rapport au nombre des livres, par rapport au nombre de travaux et par rapport à l'effet et l'impact qui est généré par la suite. Et quand on aborde la migration, généralement, on essaie de la faire retourner à sa genèse, à son origine, que d'abord c'est humain, c'est la personne qui bouge, c'est la personne qui migre vers un avenir, vers une terre qu'elle a choisie. Mais le problème maintenant, il est vraiment sécuritaire avant d'aborder la question sur le plan socio-économique. Sur la thématique du rapprochement entre civilisations, il est aussi à la une. Mais malgré ça, on assiste vraiment à des efforts qui diabolisent la personne, la religion, la culture. Et le problème, c'est qu'à la fois, on se retrouve entre une schizophrénie, entre la conscience qu'on fait du mal à la civilisation, on fait du mal à notre avenir de vivre ensemble, mais de l'inconscience aussi au mal qu'on fait. Et du coup, c'est ça l'avantage d'avoir des intellectuels autour de la table et ce genre d'événement. Mais je reviens à ma question d'origine. On va la poser à Giovanni, savoir justement, quel impact, c'est ça, quel impact a eu sa pièce de théâtre sur une éventuelle prise de conscience, mais est-ce que c'est votre rôle aussi? La question est beaucoup plus large que ça. Je pense que vous ne parliez pas exclusivement de cette pièce de théâtre, en fait. C'est bien, est-ce que je me trompe? Votre question, pour moi, telle que je l'ai entendue, c'est est-ce que vous êtes écouté, puisque vous écrivez sur la migration, vous créez dessus, mais est-ce que vous pensez que vous êtes écouté? Et ça ne s'adresse pas qu'à moi,
Ça s'adresse à tous les créateurs presque qui travaillent sur cette question, si je ne me trompe pas. D'accord. Alors, est-ce que nous sommes écoutés, mais écoutés de qui? C'est la première question que moi, je me pose. Nous sommes écoutés de qui? Des humains. Moi, je m'adresse aux humains, sans vraiment catégoriser, sans regarder les diplomates, les politiciens. Dans mes tests, dans mes productions, il y a un peu de tout. Il y a une diversité. Je ne commence pas à écrire en pensant à qui je m'adresse. Donc, la question de... Il y a une question qui va me revenir certainement, parce que vous êtes un artiste engagé. Et je vais me demander, c'est quoi un artiste engagé? Je lis des textes de théâtre qui sont à la limite pour moi comme de vrais manifestes. Et moi, je fais une petite différence de mon point de vue de dramaturge. Je fais une petite différence entre un texte de théâtre qui a pour vocation primaire de créer une situation spectaculaire, une situation qui est de l'ordre du drame, et une déclaration qu'un syndicaliste pourrait faire pour dire nous disons non à ci, nous disons non à ça, nous disons non à ci. Ce genre de déclaration a déjà son public. Le texte de théâtre recherche un public qui peut être une personne lambda, et moi, mon public, c'est l'humain. Alors, venant donc à la question de est-ce que nous sommes écoutés, il est difficile de savoir si l'humain vous écoute. Parce que nous sommes une diversité. Et que parmi cette diversité, il y a 3000 façons de penser. Et que nos sensibilités se retrouvent à des endroits très différents. Et donc, ce que je fais, et dont je ne me contente peut-être pas, c'est de poser la situation et d'essayer de la pousser à un endroit tel que je me dis, j'espère pouvoir toucher un certain nombre de personnes qui pourront à leur tour, selon les outils dont ils disposent, qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient créateurs ou peintres ou photographes, créer le débat, créer la question et se servir de leurs outils pour essayer de toucher d'autres personnes. Et donc, je ne sais vraiment pas si ce que je fais a un grand impact, mais je le fais et je pense que si chacun le faisait à son niveau, peut-être que quelque chose va se faire. Oui. Une dernière question, peut-être? Oui, madame. La dame qui est au premier rang. D'abord, merci pour vos interventions, bravo. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir entendu chacun. Je rebondirai sur votre question et évocation par une citation de Nelson Mandela qui disait que le changement est long. Il est quelquefois même, on ne voit pas les changements de notre génération. Et ce qui prime peut-être, c'est effectivement la capacité de faire et de croire au changement, puisque rien n'est immuable. Tout change, tout évolue. Et puis, donc voilà, ça c'était ma contribution à votre question. Ensuite, il a été question là, dans cette conférence, du réel. Il a été question de la transmission. Et qu'est-ce que le réel, réellement? De quel réel parle-t-on? Et puis, il a été question aussi de deux oppositions, quelque part à la fois complémentaires, mais opposition. Journalisme, l'immédiateté, et puis l'artiste, le travail de l'artiste, qui est effectivement, comme vous avez dit, Choi, qui est dans la durée, dans le recul, dans l'observation. La profondeur. Dans la profondeur aussi. Le fait que ça n'a pas les mêmes missions. Complètement. Même si on peut se poser la question de la mission réelle du journalisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes font vraiment leur mission réelle? Enfin, tout ça, peut-être juste une intervention pour pour en tout cas tenter de se mettre d'accord sur ou se rapprocher sur ce mot qui est le réel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a de vous, Mona? Je vais donner la métaphore de la laine qui me paraît significative, parce que justement, on part d'éléments épars, bruts, et à partir de là, on essaie de créer une œuvre qui soit à la fois belle
est utile. Donc ce serait un petit peu ça, c'est jamais de toute manière une transcription fidèle de la réalité. Et donc là encore, il y a évidemment la subjectivité de l'auteur, il y a sa sensibilité. Et comme j'avais dit en préambule, on ne fait pas que témoigner du monde, mais on le réinvente en quelque sorte. Et une fois qu'on le donne à lire, là encore, il y a une lecture multiple qui va se faire de ce réel et des interprétations multiples et plurielles, là encore. Donc ça, d'un côté. D'un autre côté, par rapport à l'opposition entre le journaliste et l'écrivain ou l'artiste, dans mon cas, elle n'existe absolument pas. C'est-à-dire que je passe très souplement d'un rôle à un autre. Et pour rebondir encore une fois, parce que tout est lié sur la question de savoir si nous sommes lus ou écoutés, et là encore, j'hésite pas, même si j'ai une grande passion pour l'écriture et pour l'acte d'écrire en lui-même, je n'hésite pas à explorer toutes les pistes possibles et imaginables, parce que le but étant de se faire entendre, justement, et on ne se parle pas à soi-même. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à passer d'un registre à un autre, de passer de l'article de presse au documentaire télé, à la radio, pour son côté intimiste, que j'adore d'ailleurs, que j'ai découverte avec beaucoup d'amour. Elle a un côté très apaisant comme ça, que j'ai beaucoup apprécié. Les genres aussi changent, parce que je passe d'un roman historique à un essai historique à un roman. Et donc cette diversification me nourrit aussi. Et là encore, je reviens sur le mot apprentissage, qui est très important, parce que j'ai l'impression que je suis une éternelle étudiante malgré mon âge. Chaque jour, j'apprends, et chaque jour, j'explore encore des voies différentes, des pistes d'écriture différentes, et c'est assez enrichissant en soi. Donc pas de dualité, mais plutôt une complémentarité, en tout cas pour moi. Et oui, si je peux donner le mot de la fin. Petit élément de réponse complémentaire, c'est qu'en fait, effectivement, nous, on réinvente en quelque sorte le réel. Et ce réel, il va se confronter à chacun des réels de chacun des individus qui peuplent la Terre. Du coup, effectivement, on peut se dire ah ben non, c'est pas le réel. Bah, bien sûr. Et c'est à partir de ce moment-là que le processus de prise de conscience, d'analyse, vient et se met en œuvre dans le public et chez les humains, les autres aussi. Voilà, c'est un ensemble de réels qui constitue la réalité. Qui a dit, en fait, moi j'écris pour rendre le réel beaucoup plus supportable à l'humain. Et je crois que c'est une bonne définition. Eh bien, c'est une belle conclusion aussi. Merci de votre attention et de vos questions, et puis merci à nos invités.